Salut l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour préparer nos objectifs avec notamment les cyclosportives avec une ouverture sur la Corima, l'une des premières cyclosportives en France qui va se dérouler le week-end du 29 et du 30 mars. Donc pour commencer, qu'est-ce que la Corima? C'est une cyclosportive qui se déroule depuis 14 éditions déjà, sur lequel sont regroupés 300 bénévoles et 120 signaleurs. Donc pas d'inquiétude, c'est une cyclosportive entièrement sécurisée avec un circuit renouvelé tous les 3 ans et 2025, ce sera la deuxième année pour ce circuit. Donc comme je vous ai dit, c'est un événement qui se déroule sur 2 jours avec le samedi 29 mars 2025 qui va être consacré pour les étapes de gravel, avec un gravel pour plutôt s'initier à la discipline avec 63 km et 700 mètres de dénivelé qui va comprendre une bosse. On a ensuite un gravel comprenant 3 bosses pour 83 km et 1100 mètres de dénivelé. Et enfin, pour les plus aguerris, on a un gravel de 99 km pour 1300 mètres de dénivelé avec 4 bosses. Le dimanche 30 mars, on a les épreuves pour le vélo-route avec la Montilienne qui va être de 56 km et 500 mètres de dénivelé, qui n'est pas comptée comme cyclosportive, qui est plutôt une randonnée et qui est éligible au VAE. On a également la Sésame et la Gobic pour respectivement 92 km et 121 km avec environ 1500 mètres de dénivelé et qui sont également elles aussi éligibles pour les VAE alors qu'elles sont comptées en cyclosportive. Donc vous pouvez voir que si l'épreuve phare est la Corima, il y a tout un panel d'autres épreuves à côté que vous pouvez faire si vous voulez vous initier ou si vous êtes accompagnateur de personnes qui veulent faire la Corima et que vous voulez vous occuper en attendant. Et bien sûr, le cœur du sujet aujourd'hui est la Corima, l'épreuve phare de cet événement avec 151 km, 2277 mètres de dénivelé. C'est une cyclosportive qui n'est pas éligible au VAE puisque cette fois-ci il y a un classement et que les objectifs sont vraiment de faire de la performance. Donc pour parcourir la Corima, il faudra compter 4 heures pour les meilleurs avec une moyenne de 38 km/h, ce qui vous permettra d'arriver aux alentours de 13 heures. Tandis que pour la moyenne, on sera à peu près sur 5 heures de course avec une arrivée prévue à 14h et pour ceux qui seront un petit peu plus tranquilles, on sera sur 5h30 avec une moyenne de 28 km/h. Et cela va avoir son importance puisque maintenant on va entamer le cœur du sujet, comment se préparer pour la Corima. Et là je vais laisser la parole à Damien qui a l'habitude de le faire en cyclosportive. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petit flashback sur 2024 et comment on a préparé cette cyclosportive avec l'équipe. Comme vous savez et comme vous avez pu le voir dans différentes vidéos de cyclistes actuels, à chaque déplacement avec mon staff et l'équipe ProRes, on organise des briefings. L'idée de ces briefings, c'est vraiment de donner le maximum d'informations à nos sportifs, leur permettant de ne pas avoir de surprises et leur permettant de réaliser au mieux leur cyclosportive. Le premier point à prendre en considération, c'est le vent. Et là, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est l'ennemi du cycliste. Et donc, il faut automatiquement, avant de sortir, regarder sa météo. Pour la Corima 2024, on était sur un vent sud-sud-ouest. Du coup, direction du vent qui était assez exceptionnelle pour cette édition. On était sur un vent qui était très faible et qui n'avait pas d'incidence sur la course. De ce fait, vu d'un vent de sud, les températures étaient beaucoup plus idéales que prévu, allant de 10 à 18 degrés. De plus, pas de pluie et une grosse couverture nuageuse. Et sinon, pour 2025, qu'en est-il du vent? On est parti sur différentes probabilités. La première probabilité, qui est la probabilité la plus forte, c'est un vent du nord. Donc là, vent du nord va donc changer la physionomie de la course, c'est-à-dire qu'on l'aurait défavorable en partant au départ en 3/4 face et ensuite on le prendrait un peu vent de côté, voire 3/4 dos. Et donc au retour au kilomètre 75, là on le reprendrait défavorable et on l'aurait côté à partir du kilomètre 100 pour ensuite avoir un peu plus favorable en allant vers Montélimar. Sachant que du kilomètre 50 à 90, nous sommes un peu abrités par les montagnes, donc le vent aura une moins grande incidence. Autre probabilité, et avec une probabilité moyenne, c'est un vent d'ouest. Donc là, voilà, ça va fuser d'entrée avec un départ assez rapide avec vent favorable. Ensuite, vent 3/4 d'eau. Donc là, pareil, ça peut être propice aux bordures. Un retour vent de côté et un retour vent de face, du coup, à partir du kilomètre 125, qui va peut-être atténuer les tentatives sur la fin de course. Maintenant, pour les faibles probabilités, un vent d'est, donc là c'est à l'inverse du vent d'ouest, ça va être un départ plus lent, vent 3/4 face au début
Et ensuite, vent de côté dans les montagnes, mais vu qu'on sera abrité, il n'y aura pas une grande incidence. Et donc, vent de dos sur la partie pour arriver sur Montélimar. Donc, il va y avoir des tentatives peut-être qui vont fuser sur la fin. La plus faible probabilité, c'est vent de sud. Donc, comme quoi l'année 2024 a été vraiment exceptionnelle. Et donc là, vent de sud. Donc, on aurait 3/4 d'eau d'entrée. Ensuite, on l'aurait 3/4 face. Dans les montagnes, donc là on le sentirait pas beaucoup, on reprendrait 3/4 d'eau à partir du kilomètre 75, donc là ça fuserait, et ensuite on le reprendrait 3/4 face pour l'arrivée. Comme on le sait, le vent peut avoir une énorme incidence sur les différentes stratégies et les opportunités, sachant que voilà, quand on a un vent de face, c'est compliqué de mettre en place des choses. Donc là, l'idée, ce serait peut-être de plus s'abriter dans les groupes ou alors essayer de tourner avec les groupes que vous êtes. L'idée étant de faire progresser au mieux votre groupe. Si vous avez vent de côté, bah là tout de suite, c'est souvent ce qui se passe, c'est des bordures. Donc bordures, l'idée c'est vraiment d'essayer de tourner avec les bordures pour pas se retrouver en porte-drapeau comme on dit dans la bordure. Ça peut être aussi un moyen du coup de faire des écarts si vous vous sentez bien. Donc peut-être ne pas attaquer tout seul, mais essayer de mettre en place une bordure pour essayer de faire péter ceux qui sont derrière. Et vent 3/4 d'eau, c'est à peu près la même typologie. Quand on a vent 3/4 d'eau, c'est souvent là où ça roule vite et ça peut ouvrir à des bordures. Et ça peut faire mal et c'est souvent là où ça fait le plus mal parce que quand on est vent de côté, du coup, il y a ce côté où on est tous dans la même galère, mais 3/4 d'eau, en fait, il y a ce côté groupe qui va créer une émulation et créer un bloc compact qui va être de plus en plus compliqué à aller chercher. Donc, bien faire attention à où se situe le vent pour voir où faire vos efforts et comment vous situer dans le peloton ou dans votre groupe. Concernant les températures, comme j'ai pu vous le dire, en 2024, le vent était de sud. Donc, on avait des conditions très agréables. Maintenant, sur des températures moyennes fin mars à Montélimar, on serait sur un 7 degrés à 7 heures et un 13 degrés à 13 heures. Donc, des températures qui sont assez douces, mais pas non plus chaudes. Donc, c'est là que je peux conseiller d'avoir des textiles adaptés. Donc moi je partirais par exemple sur un petit maillot de corps parce qu'on va partir assez tôt sur la ligne pour se placer. Donc l'idée n'est pas de partir frigorifié. Et ensuite des petites manchettes par exemple. Donc voilà, maillot de corps, petite manchette, petit chasuble sans manche pour ceux qui ont du monde au bord de la route pour le donner. Ou alors l'enlever et le mettre dans sa poche parce que ça prend pas trop de place. Et par contre de partir peut-être avec cuissard court parce que sur la fin de la course il fera quand même au-dessus de 10 degrés. Avec peut-être une petite crème chauffante pour se chauffer les jambes, des petits couvre-orteils ou alors des couvre-chaussures assez fins pour ne pas avoir froid aux pieds au départ. Voilà, essayez de partir avec quand même des choses adaptées, ne pas partir avec trop long parce qu'à un moment donné, il va peut-être faire trop chaud, sachant qu'en plus, on aura des bosses et ne pas partir trop léger parce que après, ça peut gêner votre course. Donc ce que disait Damien, c'est de pouvoir se couvrir ni trop peu. Et ce que je peux ajouter aussi, c'est que souvent, on est livré un peu à soi-même sur les cyclosportifs. On n'a pas tous la chance d'avoir un staff sur le bord de la route. Et du coup, il est plutôt conseillé de prendre plusieurs petites couches à superposer de façon à pouvoir les retirer et les mettre dans la poche plutôt que de partir avec une grosse veste que vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser une fois arrivé à la mi-course. Pour la pluie et le vent, je vous rassure, à mon avis, on va être pas si mal. À Montélimar, sur un mois de mars, on est sur du temps sec avec seulement 4 jours de pluie en mars. Mais attention, il y a souvent une grosse couverture nuageuse. Donc quand on dit nuage, ça veut dire qu'il peut faire bon, mais voilà, il va faire gris. C'est peut-être pas le meilleur moment pour faire des UV. Au niveau du vent, on est sur un vent constant de 18 km/h de moyenne, sachant qu'à partir de 15 km/h, ça peut être propice aux bordures et peut avoir des incidences sur la course. Ce vent-là, il baisse en moyenne la température de 2 degrés. Si on prend à 7 heures, il fait 7 degrés. S'il y a un peu de vent à 18 km/h, vous savez que voilà, ça va mettre à 5 degrés, donc il va pas faire non plus chaud sur le départ, sachant que le départ est vers 9 heures, donc il fera quand même un peu plus chaud. Mais dans l'idée, les températures seront quand même assez douces. Donc pour le graphique et pour ce qui est des bosses référencées, on est sur 151 km comme vous l'a dit Gwenaël, 2277 mètres de dénivelé positif, 4 bosses références. Mais en réalité, il y en a plus. 8 bosses annoncées sur ClimbThumber, dont 3 qui n'ont pas de nom et une qui n'est pas référencée. 3 en 5e catégorie, 2 en 4e catégorie et 2 en 3e catégorie.
Une bosse qui se monte en 2 paliers, mais avant cette première bosse, il y a 2 bosses qui vont faire déjà des dégâts, dès le 3e kilomètre et dès le 21e kilomètre. Pour la première bosse référencée, comme je vous l'ai dit, on va être sur 2 paliers. La première, c'est Roche-Baudin, kilomètre 35. Elle fait 5,1 km, elle fait 2,2% de moyenne et il y a des passages à 6%. Ensuite, on va enchaîner direct derrière, kilomètre 41 par le col du Pertuis. Donc là, elle fait 4,6 km, elle fait 5,9% de moyenne et il y a des passages à 10,6%. Donc là, le conseil que je vous donne, c'est que dans Roche-Baudin, voilà, il faut pas trop en mettre parce qu'après, il y a le col du Pertuis et là, dans le col du Pertuis, faut essayer de tout faire pour rester avec son groupe, pour avoir une course plus simplifiée par la suite. Donc là, vraiment, Roche-Baudin, on gère et après, col du Pertuis, là, vous savez que kilomètre 41, va falloir y aller. Alors c'est toujours ce qui est un peu compliqué dans les cyclosportifs, c'est de se dire que les coups se font assez tôt, mais en même temps il faut garder de l'énergie pour la suite. Donc là sur le col de Roche-Baudin, il va falloir à la fois donner toute son énergie pour rester avec le meilleur groupe possible, mais ne pas se cramer complètement non plus dans le fait que le col du Pertuis arrive juste après. Mais quelque part, il faut aussi ne pas oublier qu'une fois le tri fait, une fois les groupes effectués, il n'y aura plus de moments aussi intensifs que celui-ci. Donc ne ménagez pas vos efforts, puisqu'une fois que vous allez être dans le bon groupe, ça va être plus facile de le suivre, plutôt que de vous retrouver dans un groupe qui n'est pas à votre niveau, et du coup de devoir soit remonter seul dans le vent pendant plusieurs kilomètres, ce qui est quand même très compliqué, ou alors de passer à côté d'une jolie place parce que vous restez dans un groupe en dessous de ce que vous auriez été capable de faire. Ensuite, ça enchaîne aussi très vite, kilomètre 60, le col de la Valouse. Donc là, c'est 8,8 km, 2,9% de moyenne et des passages à 7%. Donc là, pareil, les passages les plus raides sont vers la fin, aux alentours du 6e kilomètre. Donc il y a 2 km de l'arrivée. Donc là, peut-être être un peu en gestion, même si au final, c'est un col qui va pas être très dur. Alors, il va être long, mais pas très dur, 2,9%. Donc pour moi, c'est pas non plus l'un des cols qui va vous faire les plus mal. Maintenant, attention aux 2 derniers kilomètres. Essayez de tenir bien vos groupes, ne pas trop en faire, bien manger en début de col et bien tourner les jambes pour essayer d'être le plus près possible pour les 2 derniers kilomètres avant de rebasculer sur le col d'après. Et donc le col d'après, c'est le col de la Sausse. Donc là, c'est kilomètre 73. On est sur le col de la Corima. C'est 8,1 km. Il fait 4,7% et il y a des passages à 13%. Donc là, c'est le gros morceau. C'est le moment où il faut se faire le plus mal dans la cyclosportive parce qu'après, voilà, vous aurez fait le plus gros. Et après, ça va rebasculer et il y aura plus que 2 petits cols référencés, mais ce seront des moindres comparés à ce gros morceau. Globalement, c'est quasiment le dernier col sur lequel vous allez pouvoir faire la différence. Et à ce moment-là de la course, beaucoup de choses seront déjà jouées. Donc le but à ce moment-là sera de ne pas quitter le groupe dans lequel vous êtes et de ne pas se faire rattraper par un groupe qui est derrière vous. Ou alors, bon scénario, peut-être que vous aurez la chance collectivement de pouvoir revenir sur un groupe qui est devant vous. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment le dernier moment où ce genre de choses va pouvoir se produire. Et après, vous allez rentrer dans une phase où il va falloir faire la différence avec les membres avec qui vous avez fait équipe jusqu'à présent. Là, je pense que c'est le moment où vous devez ne pas avoir de regrets sur votre cyclosportif. Et du coup, dernier col de la journée, col référencé, col de Tartégui, kilomètre 125 à 26 km de l'arrivée. Dernier moment où on peut peut-être faire en fonction du vent, peut-être avec des bordures où là il y aura possibilité encore de faire des différences. Mais là, c'est vraiment le dernier moment, la dernière montée pour faire des différences. Elle fait 2,3 km, 4,6% et il y a des passages à 7,2%. Donc là, vraiment, il y a possibilité de faire des différences. La course aura été déjà longue, il y aura déjà eu beaucoup d'efforts de fait. Donc ça, attention à ce col, il ne faut pas le négliger. Il peut faire déjà des différences. Donc là, c'est le moment aussi de faire attention, d'essayer de rester dans son groupe. Alors de faire le saut sur le groupe si à un moment donné vous avez un groupe devant, parce qu'en plus après on arrivera sur les vallées de Montélimar et donc là ce sera plus compliqué dans le vent sur des grandes lignes droites tout seul. Donc vraiment c'est un moment crucial dans cette Corima. Maintenant, peut-être le sujet le plus important, les ravitaillements. Donc, il y a 4 ravitaillements. Premier ravitaillement, kilomètre 26. Donc là, c'est avant le col de Roche-Baudin. Kilomètre 55,
ça c'est après le col de Pertuis. Kilomètre 83, c'est après le col de la Sausse. Et kilomètre 109, donc ça c'est avant le col de Tartégui. On sera à peu près à 14 bornes du coup de ce dernier col. Donc là, les petits conseils que moi je donnerais, c'est peut-être négliger le premier, sachant que vous aurez en principe suffisamment dans les poches et dans les bidons. Par contre, voilà, le kilomètre 55 peut être intéressant. Vous aurez déjà fait 2 cols. Le kilomètre 83 est vraiment le primordial parce que vous aurez fait le plus gros précédemment et que devant vous, il ne restera que 2 cols référencés, dont le col de Tartégui. Donc là, c'est vraiment primordial pour moi faire le 2 et le 3. Et ensuite, le 4e ravitaillement, c'est en fonction de comment vous vous sentez. Si vous avez suffisamment dans les poches, dans les bidons, pour foncer vers Montélimar. Sachant que là, on est quand même dans une course et que chaque ravitaillement que vous allez faire, ça va être une perte de temps. Donc il faut à tout prix s'alimenter, mais il faut aussi penser stratégique et voir si pour vous, il est plus bénéfique de partir un petit peu plus chargé avec suffisamment de gel et suffisamment d'eau pour faire toute la cyclosportive sans les ravitaillements, ou alors de vous arrêter à quelques ravitaillements pour faire du réapprovisionnement. Sachant que globalement, avec Progress, j'ai appris qu'il fallait être sur un bidon par heure à peu près avec de l'électrolyte et des glucides à l'intérieur et d'être à peu près sur un gel ou une barre toutes les 30 minutes de façon à ne manquer de rien. Et ça, c'est quelque chose que je fais de manière méthodique et qui m'aura beaucoup servi en 2024 et que vous pouvez reproduire sans hésitation. Et du coup, tout dépendra également de votre objectif. Est-ce que pour vous, l'objectif est de faire la Corima ou est-ce que pour vous, l'objectif est de performer en Corima? Parce que si votre objectif est de performer en Corima, forcément, il sera mieux pour vous de partir un petit peu plus lourdement chargé et de pouvoir tout consommer sur le vélo directement. Comme ça vous permettra d'être dans des groupes à l'avant qui, globalement, ne voudront pas s'arrêter et qui, du coup, si vous vous arrêtez alors que vous êtes dans un bon groupe, vous risquez de perdre votre place et de vous retrouver tout seul à la sortie du ravito. Alors que si vous êtes un petit peu plus tranquille, un petit peu plus en mode découverte et dépassement de vous-même, dans ces cas-là, vous allez pouvoir être dans des groupes un petit peu plus à l'arrière avec des personnes qui vont vouloir plus facilement s'arrêter au ravito. Et ça, c'est un échange que vous devrez avoir avec votre groupe pour voir si il s'arrête plus facilement sur les ravitaux et que vous puissiez en profiter sans vous retrouver seul à la sortie. Et maintenant qu'on a une idée claire de ce qui nous attend pour la Corima, quel est le matériel le plus adapté pour cet événement? Globalement, si vous partez sur des roues assez polyvalentes avec à peu près 40 mm de hauteur, vous serez sur un format idéal. C'est clair qu'il y a du dénivelé, mais on n'est pas non plus sur une épreuve telle que l'étape du Tour. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir que quelques millimètres de hauteur pour chercher le poids le plus léger possible. Mais à contrario, avoir des roues en 50 ou 60 mm pourrait peut-être être un petit peu difficile à emmener dans certains cols. Et au niveau du vélo, on va rester sur quelque chose d'assez polyvalent également. On va pas partir sur des vélos hyper aéros et hyper durs à emmener qui vont chercher des vitesses de pointe assez élevées, mais pas non plus sur un vélo exclusivement typé col. Donc choisissez plutôt un vélo polyvalent de façon à ce que vous puissiez l'emmener un petit peu partout. Mais du coup, pour être prêt physiquement, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Écoutez, pour bien se préparer pour la Corima, déjà, vu le nombre de kilomètres, 151 km, il faut faire des sorties longues. Donc là, il va falloir essayer de monter crescendo lors du mois de février et lors du mois de mars pour aller jusqu'à des sorties de 4h, 4h30. Derrière, on peut mettre en place des séances d'exercice, de renforcement vélo et de force. Le travail de renforcement vélo vient un travail de braquet moyen. Son intérêt est d'épuiser le muscle sur la durée, développer l'aérobie et le travail de force. Donc là, on va travailler avec beaucoup de braquets. Ça va aussi broyer la fibre musculaire. Mais l'idée étant de développer sa force dans la résistance. C'est-à-dire, voilà, ce travail de col parce que, comme vous avez pu le voir, lors de la Corima, il y a 2200 mètres de dénivelé. Et c'est pourquoi il est idéal donc de s'exercer dans l'école. Donc ces exercices peuvent être faits dans l'école si vous en avez la possibilité, mais ils peuvent être faits aussi sur des terrains plats ou des terrains assez vallonnés en fonction des régions où vous habitez. Donc on espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur ce qu'est la Corima et qu'on vous aura donné envie de nous rejoindre à cet événement puisqu'on en fera partie tous les deux ainsi que l'équipe Progress. Donc je vous mets le lien en description pour pouvoir réserver votre place. Et je vous dis à très bientôt à la Corima. Et n'hésitez pas à venir nous voir.
Du coup, pour la Corima 2024, on avait un vent de sud-sud-ouest, ce qui est Arrête de rigoler, putain. Alors, Martine, on change mes trucs.